L'Europe, elle est en train d'imposer aux Français, aux Espagnols, ses propres croyances, d'où elle les sort. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui dirigent l'Europe, vous parlez de valeurs, vous les tirez d'où? En l'islam, on est resté toujours sur l'idée que la conquête était un ordre de Dieu. Quel est notre projet de société? 1962, l'Algérie est indépendante, elle n'a jamais existé avant. On ne compte plus sur la scène internationale. Le français est-il une langue en péril? Son déclin signerait-il l'arrêt de mort de la France? Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'essayiste et ancien haut fonctionnaire algérien Boualem Sansal, qui vient nous présenter son livre « Le français, parlons-en », publié aux éditions du Cerf. Bonjour Boualem Sansal. Bonjour à vous. Merci de répondre une nouvelle fois à notre invitation. Vous commencez à être un habitué de Front Populaire. Alors, à un moment dans ce livre, vous expliquez que vous commencez à vous sentir étranger en France. Alors, cette phrase, elle m'a intéressé à deux titres. Déjà parce que vous êtes étranger, donc quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous rattache à la France, quelque chose de profond, mais ça veut dire également que ce quelque chose est en train de s'étioler. Donc, absolument. Quel est ce quelque chose? J'ai constaté, je ne suis pas le seul, tout le monde l'a constaté. Bon, la France a une identité très forte, depuis toujours. En Europe, c'est vraiment un pays qui avait une identité forte, remarquable et reconnue par tout le monde. Et puis, on va dire, ces dernières années, alors je ne sais pas, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, on voit bien qu'il y a une perte d'identité. La France se cherche. Elle a commencé déjà à se chercher en tant qu'État-nation, quand elle était la France seulement. Comment se rattacher à la modernité, comment garder ses traditions, la modernité est arrivée, et la France était un pays surtout rural, et donc très attaché à des traditions, et tout cela était en confrontation, et on se posait beaucoup de questions. Il y avait aussi une volonté, dans beaucoup de milieux, de s'ouvrir, vraiment de sortir de la province, du territoire, et de conquérir le monde autrement que par les armes, donc par les idées, le commerce, etc. Voilà. Et il y avait une France un peu comme ça qui préférait rester. Voilà. Il y avait des tensions et les arbitrages ne se sont pas faits de manière consciente. On l'a laissé faire, on va dire, la nature. Alors ça se baladait. Un coup, on va vers la modernité à fond, puis on se dit, oula, où est-ce qu'on va? Et il y a des moments où on revient. Et donc, moi, j'ai senti tout cela. Pourquoi? Parce que moi, je ne vis pas en France. Donc, j'ai du recul et je vois les choses quand je voyage d'un mois à l'autre. Souvent, on voit des changements importants et qu'on ne sait pas interpréter. Est-ce que c'est la mode? Est-ce qu'il y a un effet de mode? Ou est-ce que c'est quelque chose de profond? Et puis voilà, aujourd'hui, il y a des changements très importants. La France, je crois qu'elle est sortie de l'État-nation avec une forte identité. Elle est dans le monde, elle est dans l'Europe, et elle n'a pas encore fait des choix fondamentaux qui sont encore là. C'est quoi la France européenne? On ne sait pas encore, on ne sait pas le définir par rapport à la France. C'est la France qui doit. L'Europe est en train de définir ce qu'est l'Europe pour la France. C'est une décision de fonctionnaire. Mais c'est pas le libre arbitre des Français qui vont se définir eux dans l'Europe. On va en parler tout à l'heure. Voilà. J'ai prévu. Bon, voilà, c'est tout ça, et donc c'était une réflexion. Donc moi, je trouvais que ces 30 dernières années, j'étais vraiment un militant de la francophonie, mais une certaine francophonie, je veux dire, moi je suis resté d'une France plutôt traditionnelle encore, hein, je veux dire, qui se tient avec sa grande littérature, ses grands savants, ses grandes institutions, Et puis tout cela, bon, c'est émietté. Alors on se pose soi-même des questions. À quelle France quelle France je veux regarder? Quelle est celle qui me plaît? En tout cas, la France européenne ne me plaît pas du tout. et voilà, donc... Ce livre, il est consacré aux Français. Alors, on va repartir à la base. C'est que représente la langue pour un peuple? Parce que vous en parlez beaucoup de ce peuple français, justement, tout au long de ce livre. Qu'est-ce qui fait que pour vous, la langue est fondamentale justement dans l'histoire de ce peuple? La langue a plusieurs fonctions. Elle a déjà la fonction tout simplement de communication entre les gens.
sur la vie quotidienne. Hein, bon. Mais et notamment dans des peuples comme le peuple français et les peuples européens, il y a quand même une projection dans le monde, dans l'histoire, dans la philosophie, je dirais même dans le surréalisme, dans la science-fiction, qu'on n'a pas en Afrique. Quand on vit dans un village africain, la langue locale, c'est seulement pour la communication immédiate, et un petit peu, on va dire, pour les traditions, mais comme elles sont figées, il n'y a pas beaucoup d'évolution. On adore les esprits locaux de la même manière qu'on les adorait il y a 30 ans ou 3 siècles. Et là, les choses changent. Donc la langue évolue très vite dans la langue de communication, mais aussi cette langue ésotérique, mystérieuse, alchimique. Et elle a rencontré, avec les progrès, l'éducation, l'ouverture sur le monde, une plasticité du cerveau qui avale, qui apprend beaucoup de choses, des nouveautés, la science amène des nouveautés, l'économie amène des nouveautés, la mode. Et donc le cerveau a été presque obligé à une plasticité permanente. Et là, il y a peut-être on perd un peu son âme, on en prend une autre, on ne sait pas laquelle. Parce que notre âme, je pense, et surtout notre esprit sont déterminés par la langue. Il n'y a rien d'autre qui influence l'âme et l'esprit que la langue. C'est pas notre comportement de tous les jours, c'est pas ce que nous mangeons, si, peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. C'est réellement ce qui se passe dans la tête, c'est-à-dire une certaine spiritualité, une certaine vision du monde, le choc des idées, des philosophies. Voilà, c'est très puissant. Hein. J'avais lu dans un article il y a quelques années qui m'avait vraiment, surtout qui avait étonné le matheux que je suis, qui réfléchit sur les fonctions exponentielles et en mathématiques, comment le désordre crée l'ordre. Et c'est d'ailleurs la seule façon de créer l'ordre, c'est pas le désordre. Parce que l'ordre sur l'ordre, ça mène à des systèmes totalitaires. C'était que à chaque fois qu'un être humain apprend un mot, il crée 15 000 connexions dans son cerveau. Un seul mot. Vous apprenez le mot table, et ben il va se connecter dans votre tête. Hein. Table, c'est quoi? C'est manger, c'est réunion, c'est bois, c'est forêt, c'est des milliers de... Alors, vous vous rendez compte, mais nous, on apprend, dans les villages traditionnels, on apprend 3 mots par siècle, mais là, on en apprend 50 à la minute. Et donc le cerveau est constamment en train de refaire les câblages dans nos cerveaux. Ça devient très compliqué parce que les câblages, on va dire, de premier niveau, mais il y a les câblages du deuxième niveau par rapport au troisième, au quatrième, et on passe, on va dire, de l'ordinateur classique à l'ordinateur quantique. Tout ça va très vite et c'est vraiment très très étonnant. Donc le langage est important. Alors le langage est important, c'est étonnant et on sent à plusieurs reprises que vous êtes mal à l'aise avec une certaine évolution de la langue française, notamment aux apports de l'anglais, fameuse globitch dont vous parlez. Oui. Également le langage, on va dire, des banlieues arabisants, donc comme vous qualifiez de wesh-wesh. Ouais. Vous écrivez que la moitié, le quart de ce qui se lit ou de ce qui s'entend n'est pas du français certifié. Alors ça m'a interpellé, je me suis demandé, mais au fond, une langue, ça évolue, un peuple, ça évolue, donc finalement... Ça n'est pas normal pour vous? Ça n'est pas souhaitable? Alors oui, mais attention, c'est que le langage est impérialiste. On se donne un langage pour des raisons, parce qu'on est un État-nation, parce qu'on a une structure, parce qu'on a une religion, parce qu'on a des coutumes, parce que. Donc, c'est un cheval fou, mais un peu bridé quand même. Sinon, ça part dans tous les sens. Et du coup, il n'y a plus d'État, il n'y aura que de la cacophonie. Donc, il faut un minimum d'organisation, tout ça. Mais là, de plus en plus, on est soumis à des injonctions qui sont extérieures à la société française. La mondialisation, je ne pense pas que les Français, et comme ça, d'eux-mêmes, on dit, attends, on va se mondialiser, et puis on s'arrête là. Mais mondialiser sur quoi? Et comment on va communiquer à l'échelle internationale? Est-ce qu'on invente un espéranto et trucs? Et comment? Et sur quelle valeur? Sinon, on va se faire la guerre de manière permanente. Donc, vous voyez, alors, il y a la démarche volontaire, personnelle, qui a fonctionné en France jusqu'à une date récente. Il y a l'académie, il y a les institutions, l'université, il y a l'école républicaine. Voilà, il y a des cadrages, il y avait les rois avant, il y avait la République.
et tout ça. Et puis là, tout d'un coup, ce ne sont plus, ce qui est agissant, ce n'est plus les forces intérieures, internes. Ça vient de l'extérieur. Donc, on nous les impose. Donc l'Europe, elle est en train d'imposer aux Français, aux Espagnols, ses propres croyances, d'où elle les sort. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui dirigent l'Europe, vous parlez de valeurs, vous les tirez d'où? Quand on est en France, on sait d'où on les tire. On a une tradition judéo-chrétienne, patati, etc. À peu près, on arrive à... Mais là, vous me parlez, par exemple, je ne sais pas, d'unité. Que veut dire l'unité pour vous? En Allemagne, le mot unité et le mot unité en France n'ont pas du tout le même sens. Et ils se rattachent à autre chose. Ils ont une autre vision, ils ont d'autres légendes, d'autres... Et ce travail, on ne le fait pas. Voilà. Donc, et là, de plus en plus, il y a, je sais pas, avec ces forces extérieures, l'Europe, donc qui s'impose à la France, qui lui dicte comment penser les choses, comment les écrire, comment on impose par exemple l'écriture inclusive, des choses comme ça, puis tout ce qui pourrait constituer quelque chose de ringard. Voilà, on fait du lissage en permanence et du coup on tue le langage. Et puis il y a cet impérialisme religieux islamique qui est là et qui ne vise pas spécialement la France aussi, quand même spécialement parce que elle est regardée comme la fille aînée de l'Église et donc c'est un bastion à prendre. En islam, on est resté toujours sur l'idée que la conquête était un ordre de Dieu et ça a été confié aux Arabo-musulmans. Ils ont été bloqués 2 fois. Ils ont été bloqués à Byzance, mais ils ont fini par vaincre et faire tomber Constantinople. Hein, et puis la deuxième, c'était ils visaient Rome et ensuite Paris. Et ils ont été bloqués à Vienne. Hein. Donc le combat continue. Et vous parlez de l'islam, et justement, vous le dites, hein, l'islam a été une arme brandie par le gouvernement algérien pour promouvoir l'arabe et écraser le français et la langue berbère. Ouais. Est-ce que selon vous, c'est un scénario qui pourrait se produire en France? Oui, mais il est en train de se produire. Il se produit c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui dans les banlieues françaises, dans certaines banlieues, pas toutes, c'est ce qui se passait en Algérie au lendemain de l'indépendance. Et puis ça s'est aggravé, ça prend de l'ampleur de plus en plus. C'était, quel est notre projet de société? On a été colonisé pendant, je ne sais pas combien de siècles, 2 siècles par les Grecs, ensuite 4 siècles par les Romains, 2 siècles par les Byzantins, 1 siècle par les Vandales, 2 siècles par les Arabes, 4 siècles par les Ottomans et 1 siècle et demi par la France. Miracle, 1962, l'Algérie est indépendante, elle n'a jamais existé avant. C'était un patchwork, une zone de passage. Hein. Et voilà, alors on démarre avec un souverainisme très... on est indépendant, on est, etc. Question, quelle société nous voulons? Et donc, au départ, je ne dirais pas ce que gentiment, c'est parti un peu dans tous les sens. Ce qui disait, on est dans un train, la France nous a mis, prenons le dernier colonisateur, il nous a mis sur une voie, la modernité, patati patata, restons là-dedans. Et puis en y mettant un peu d'une autre. Et puis ceux qui disaient, non, il faut rompre de manière ontologique avec cela. C'était une colonisation mentale, morale, religieuse, c'est des chrétiens, c'est des juifs. Allons vers... le monde arabo-musulman totalement mythifié, parce que ce monde n'existe pas. Il n'y a pas d'Arabes dans le monde, à part les Saoudiens. Tous les autres, c'est des peuples qui ont leur propre histoire. Gaza, on dit c'est des Arabes, c'est pas des Arabes, c'est les anciens Philistins. Gaza a toujours existé depuis bien avant Rome. Dans les limites d'aujourd'hui, territoriales. C'était la Philistie, les Philistins. C'est Goliath, le pays de Goliath. C'est le pays de Samson et Dalila. Donc ils ont une propre histoire. Alors on dit arabe, comme il y a tellement de peuplades là-bas, perses, ceci, cela, etc., mélangés avec des histoires et des légendes, on a trouvé un mot qui faisait à peu près une moyenne. Le Moyen-Orient, au moment de l'avènement de l'islam, était à 95% chrétien.
Et puis, à 5% juifs. Et puis, enfin, 2-3% juifs. Et puis, il y avait des gens, on ne sait pas d'où ils viennent. Ben, c'était, bon, déjà, les Philistins, quelques Persans, voilà, et voilà, et donc chacun a son identité. La géopolitique a commandé à beaucoup de peuples de s'organiser en ensemble. Donc à cette époque, on sort de la Deuxième Guerre mondiale, la constitution des grands empires, l'empire américain, l'empire soviétique, la Chine allait venir, allait construire, machin. Et puis le monde arabe, ce qu'on appelait le monde arabe par raccourci et fautif, ben ils se sont dit, créons le monde arabe, la Ligue arabe. Et donc il s'est créé la Ligue arabe, très exactement sur le modèle de l'ONU. Il y a une assemblée générale, il y a les institutions comme il y a la CNUSED, il y a l'ALESCO qui s'occupe de culture, il y a l'organisation arabe de la santé, l'organisation arabe des télécommunications, et ainsi de suite. Et donc, depuis, on légifère pour construire ce monde arabe, comme on est en train de légiférer pour construire l'Europe, qui n'a jamais existé. Donc, on l'a construit au fur et à mesure qu'on essaie de comprendre ce que c'est, quoi. Et quel projet de société? Donc ceux qui disaient on continue, le train est lancé, puis c'est très bien, c'est la modernité. Puis ceux qui disaient non, on retourne à notre monde arabe, au monde arabe et tout ça. Mais on n'est pas arabe, on ne connaît pas la langue arabe, on connaît très peu l'islam, donc on a bricolé pour aller vite, pour rattraper les Égyptiens, les Syriens, nos frères, etc. Et puis ceux qui, carrément, ceux qui sont, on va dire, les vieux peuples primitifs, ceux qui disaient non, mais avant Rome, avant les Grecs, nous existions. Les Berbères. On a donc une histoire de 6 ou 7 000 ans, on existait déjà. On pense même que les fondateurs de l'Égypte pharaonique, ce sont les Berbères. Et c'est très documenté, y compris dans la littérature pharaonique. Il y a des bas-reliefs qui racontent que le premier empereur, c'est Shamshong. C'était un Berbère, c'est une tribu berbère. Voilà. La misère, ils ont immigré vers l'Est, et puis ils se sont installés, et ça a été la première dynastie. Et on en est là aujourd'hui. C'est trois visions du monde complètement antagoniques qui sont là, et puis l'armée qui a tranché, elle a pris le pouvoir, et donc elle tranche sur tout. De quel islam on est? Mais il y a 36 000 islams, lequel choisir? Et qui étaient tous présents en Algérie. Il y a les chiites, les ceci, les cela, les khalidites, Bon, ils ont traité, c'est l'islam, sunnite, malikite, point. La langue, c'est l'arabe. Quel arabe? L'arabe coranique n'est pas populaire. Et nous ne pouvons l'utiliser que dans la religion, comme le latin d'église. Donc, les Arabes, les pays arabes, après, on va dire, Première, Deuxième Guerre mondiale, et puis l'émancipation de tous ces pays, on a inventé un langage, un espéranto en arabe, qui s'appelle l'arabe officiel. Mais il n'a aucune... voilà. Mais ce que vous me racontez pour l'Algérie, justement, j'en reviens à ma question initiale sur la France par rapport à l'Algérie. Parce que la France ne me semble pas avoir les mêmes caractéristiques que l'Algérie, notamment le gouvernement militaire qui a imposé justement la mise en place de l'arabe. On n'a pas ça en France. Donc, comment vous pouvez penser que l'islam va à ce point conquérir la France? Non, mais c'est tout simplement parce que c'est l'observation. L'islam avait disparu avec les colonisations. En fait, il a disparu bien avant, en 1250. En 1250, l'islam a disparu. Pourquoi? Parce que les Mongols ont conquis tout le Moyen-Orient. Ils sont rentrés à Bagdad, ils ont tué 1 million de personnes en 24 heures. Et ils ont saccagé l'Europe et tout le Moyen-Orient. Et du coup, ça a disparu. Voilà, il n'y a plus de... Et puis, petit à petit, il y a eu des reconstitutions par-ci, par-là, donc ça a éclaté. La chose ne s'est pas réagrégée, et arrivent les colonisations. Les Anglais, les Allemands, les Français, les Italiens, Et rebelote, donc là, l'islam disparaît totalement.
Et puis, mais il restait quand même dans un certain nombre de milieux, et notamment, donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle, chaque fois qu'on parle d'islam depuis 40 ans, c'est toujours l'Afghanistan. C'est l'éveil de l'islam s'est fait là. C'est dans ce pays, dans une région à cheval entre l'Iran et l'Afghanistan, qu'on appelle le Khorasan. C'est là c'est une région très particulière dans l'histoire du monde. C'est là qu'est né le zoroastrisme, le sadisme. Ils étaient vraiment fous de religion. Des religions très compliquées. Le zoroastrisme est très compliqué, le masdéisme est très compliqué, c'est très intelligent aussi. Hein. Et c'est là qu'est né l'islam. L'islam n'est pas né en Arabie, à la Mecque, comme on le raconte. Bah, c'est l'histoire officielle, là, évidemment. Il est né là. Et donc là, s'était posé la question, on a disparu, c'est pas possible, on a failli, Dieu nous en veut beaucoup d'avoir perdu l'islam, d'avoir perdu les conquêtes faites par le prophète et les califes, il faut rattraper tout cela. Et comment? Et donc le premier débat, donc on est donc au moment des colonisations, hein, colonisation en profondeur, hein, ça circulait comme ça. Comment? La question de... alors, mais quel islam? Alors, des débats comme ça dans les mosquées, entre savants, tout ça. Bon, chacun a choisi, l'Iran a choisi le chiisme, les Égyptiens ont choisi, etc. Puis le Maghreb, ils ont choisi le sunnisme, d'autres étaient le soufisme, etc. Bon, ok. Alors, ça s'est stabilisé. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on enseigne? Quel islam? Comment l'enseigner? On ne sait pas comment, du temps des prophètes, on enseignait l'islam. On ne sait pas. Donc, on a retrouvé petit à petit des choses. On a retrouvé cette institution bizarre que les Français se trompent, enfin tous les Européens se trompent lourdement en disant que la mosquée est un lieu de culte. La mosquée n'a jamais été un lieu de culte, c'était un lieu de gouvernement. Quand les Arabes conquièrent un pays, ils arrivent et ils ne savent pas du tout gouverner. Et puis ils ne savent pas utiliser les institutions qu'ils trouvent dans les pays. Donc, ils ont inventé un lieu de rassemblement où on vient traiter des questions de tout. Donc c'est un lieu de gouvernement, on gouverne, là on donne des ordres, etc. Et puis ensuite il a fallu choisir des méthodes. Certains ont opté par des méthodes modernes, donc c'est la prédication. Voilà, on va de village en village, on apprend le Coran, la langue aux gens, et en espérant qu'ils vont... Et puis certains disent non, on peut pas, Dieu n'a pas à négocier la conversion des gens, c'est obligatoire. C'est obligatoire, et s'il ne veut pas, je le tue. C'est écrit dans le Coran. Voilà, donc certains donc sont venus avec l'idée, bon, on n'est plus au temps du prophète, où la conquête s'est faite au fil de l'épée, on est aujourd'hui. On ne va pas faire la guerre à tout le monde, donc il faut trouver le moyen, l'entrisme, la conversion, l'intelligence, ce que fait la mosquée de Paris, les grandes mosquées de Bordeaux, et ils font ça très intelligemment, dans des cours d'arabe, dans des cours de machin, dans des cours de civisme, et mille et une choses, hein, parce que, comme je vous le dis, on administre à la mosquée, on ne fait pas que faire la prière. On l'administre. Il y a le Qatar qui investit également dans des orientations diffusent dans la communauté, des orientations, parce que la communauté qui vit dans un pays chrétien se pose beaucoup de questions. Il dit, est-ce que je peux manger du cochon? Ici, ils vendent que du cochon. Comment faire? Et je suis amoureux d'une fille, mais elle est chrétienne, est-ce que c'est possible? Oui, mais il faut que tu la convertisses, par exemple. Et voilà, c'est un lieu de gouvernement, c'est le Vatican. Et puis ceux qui disaient non, c'est par la violence, on va pas, sinon on va mettre 3 siècles. Et Dieu, il n'est pas content. Donc on va y aller un peu. Bon, c'est ce qu'ils ont fait dans les pays arabes. Donc très rapidement, on a imposé, c'est obligatoire à l'école, tout et tout. Hein, donc, y compris le choix des prénoms et tout. Hein, tout. Et donc. Alors, ceux qui, des pays arabo-musulmans et musulmans, ont émigré en Occident, ils sont assaillis au jour le jour de questions bizarres, comme celle-ci. Est-ce que je peux... est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est mal? Est-ce que...
Et les médiateurs qui sont là, ben, certains sont, on va dire, sérieux, certains imams, et ils leur lisent les bons versets. Ils disent, quand tu es chez l'étranger, ben, il faut respecter ses règles. Il ne faut pas que tu t'affiches. C'est une vieille, chez les juifs, c'est naturel depuis toujours. Voilà. Et d'autres, non, absolument, tu es musulman, tu as un devoir d'évangélisation autour de toi, et puis tu utilises les... Bon, chacun lui dit, tu utilises telle méthode, enfin bref. Et voilà. Mais c'est que derrière ces communautés, en France, en Italie, etc., derrière, dans le pays d'origine, il y a des États qui utilisent cela. Ils disent, on a un moyen de peser sur les trucs, et certains le font de manière très intelligente. Le Maroc l'a toujours fait très intelligemment. On a cette possibilité de dire aux Français, bon, très bien, moi je vous donne mes hommes comme main d'œuvre. Et tout ça, mais en échange, je veux de votre part un respect. C'est fini la relation coloniale avec l'islam. Je veux que les musulmans qui viennent chez vous pour travailler à l'usine et dans les machins, ils aient une petite mosquée où se rassembler. Parce qu'un musulman est communautaire, grégaire par définition. Il ne peut pas vivre seul, un musulman. Il ne peut pas. Donc il doit être dans la communauté. Et ça, c'est des négociations de gouvernement à gouvernement. Et ainsi de suite. Et puis de plus en plus, les gouvernements utilisent les pouvoirs dans les pays arabo-musulmans comme médiateurs. Par exemple, on essaye avec les gouvernements algériens, marocains. Écoutez, nous, on ne peut pas contrôler, on ne connaît pas vos traditions. Je ne sais pas comment c'est... vos ressortissants ici, comment ils pensent, on ne sait pas. Aidez-nous. Et donc là, on leur dit, on leur explique... voilà, et on participe de la police de la chose, quoi. Et donc, tout ça, et donc, du coup, on est tous un peu contraints et forcés, quoi. Donc, il y a un entrisme, ce que vous dites, c'est qu'il y a un entrisme de l'islam en France par le biais de l'ingérence de certains pays, par l'envoi de la diaspora. Et d'autres, l'Irak, la Syrie, le Qatar, etc. C'est une ingérence. Alors certains le font par la politique, d'autres par l'économie. On a un pouvoir sur l'Europe considérable. Le monde arabe est très riche, il a le pétrole, il a le gaz, il a les minerais, la main-d'œuvre, les installations touristiques et tout ça. Donc il a un pouvoir économique qui il peut dicter certaines... inversement, l'Europe a beaucoup de pouvoir aussi sur ces pays-là. Et donc... voilà, c'est pour ça, aujourd'hui, le globisme nous est imposé par la globalisation. Donc, derrière, il y a les anglo-saxons, donc c'est eux qui donnent le là, qui ont choisi que c'est l'anglais qui serait la langue du monde. Et donc, voilà, et ainsi de suite, quoi. Sur ce que vous appelez globish, je rebondis. Quel rôle joue Emmanuel Macron dans l'affaiblissement du niveau linguistique français? Alors, quand je dis Emmanuel Macron, vous comprenez bien que je parle de l'idéologie. Oui, bien sûr, oui. Alors, les Français, d'une manière générale, les citoyens, les intellectuels et les pouvoirs, ils ont bien constaté que après les 30 Glorieuses, pour X raisons, la France entrait sur une ligne de déclin. Vous le constatez bien, la montée en puissance de beaucoup de machins, et voilà. Et donc chacun s'était posé comment aurait le déclin, certains laissons faire le marché, la main invisible du marché. Alors, s'il y a une main invisible dans le marché, il doit y avoir une main invisible dans la culture. Donc pourquoi pas aussi, alors, les uns ont essayé de corriger en mettant des moyens, donc en créant la francophonie, en créant le ministère de la Culture, et enfin des tas de choses, en investissant des sommes colossales dans les pays qui intéressent la France, en construisant des instituts français, l'Alliance française, etc., les lycées français partout, les missionnaires, etc. Donc ils étaient dans cette démarche, essayons
de contrôler la situation et faisons notre propre politique. Et puis ceux qui disaient, non, ben nous, la France, c'est fini, c'est l'Europe. C'est l'Europe, parce que nous sommes maintenant, nous avons trop diminué, on ne compte plus sur la scène internationale. Donc il ne faut pas rêver. Et il ne faut pas rêver, on a besoin de nous insérer quelque part. Et voilà. Et donc Macron est dans cette ligne-là. La mondialisation, l'Europe, parce que lui, en tant que banquier, il sait bien qu'il n'y a pas de banque autonome. Toutes les banques sont liées. Pourquoi ? Parce qu'elles travaillent sur quelque chose qui leur est commun, c'est la monnaie, c'est l'argent. Et là, elles ont entièrement codifié, elles sont toutes interconnectées, elles se garantissent les unes les autres, elles s'assurent les unes les autres, indépendamment des États. Et donc chacun a choisi, fait un choix. Bon, certains, c'est le pire, c'est quand dans certains pays, on joue l'identité, mais uniquement comme carte postale. C'est pour le tourisme, quoi. Mmh. Voilà. Qu'un pays comme l'Espagne, il est complètement dans la mondialisation. En plus, l'espagnol étant une langue impériale, ils ont aussi une dimension comme ça impériale. Mais pour les besoins du tourisme, bon, voilà, il y a un théâtre, un décor d'Espagne qui n'a jamais existé. Donc on pense que bon, faire de l'arabo espagnol, des trucs, c'est du décor. Pour attirer, c'est comme au Maroc, qui n'arrête, je sais pas, 10 millions de touristes par an. Pourquoi ? Ben parce que tout est Potemkin. Voilà, on réhabilite la Médina, on développe l'artisanat, kitsch, c'est vraiment du kitsch, quoi. Bon, c'est un décor. Mais bon, ben, parce qu'on vise un tourisme populaire. Et le touriste populaire qui marche dans les rues, il faut qu'il voit des images. Alors l'Algérie, par exemple, a plutôt choisi un tourisme culturel, d'élite. Le tourisme en Algérie, on a interdit ça dès le début de l'indépendance même. Nous ne voulons pas de ces cohortes de gens qui viennent et nous, on va se mettre à leur service, on va inventer une cuisine pour eux qui n'est pas la nôtre, mais c'est une touristique. Des décors touristiques pour eux, non. Nos clients, c'est des gens qui viennent voilà, aller visiter le Sahara parce qu'ils veulent voir les machins rupestres, l'architecture, qui viennent pour des besoins scientifiques, culturels. J'exhorte le gouvernement français à se battre pour faire du français la langue officielle de l'Europe. Macron n'est pas responsable que de ça, et il a beaucoup accéléré le déclin de la France. Mais comment revoter pour réélire Macron ? Mais c'est de la folie furieuse, là.